Zénith. Et si le vrai vous n'avait jamais eu le droit d'exister jusqu'à maintenant? Sabira Trifi. Bienvenue dans Zénith. Zénith, c'est la rencontre du zen, l'esprit, et du hit, le corps en mouvement. Atteindre son zénith, c'est aligner votre être intérieur et votre vie extérieure pour exprimer votre vérité la plus haute. Je m'appelle Sabira Trifi, coach, mentor et fondatrice de Zénith. Ici, nous explorons comment libérer ce qui est déjà en vous et activer ce potentiel pour qu'il prenne toute sa place dans le monde. Chaque semaine, en solo ou avec des invités inspirants, je vous partage des clés, des perspectives et des expériences pour dépasser vos blocages, vous autoriser vos choix et incarner pleinement votre vision. Parce que tout changement durable commence à l'intérieur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Moussa Nabati, psychanalyste, thérapeute, chercheur, docteur en psychologie et auteur reconnu. Son dernier livre m'a bouleversée. Se reconstruire, la blessure est l'endroit par où la lumière pénètre en vous. Mais aujourd'hui, pour introduire le concept d'enfant intérieur, je vais vous lire le dos de couverture du livre « Guérir son enfant intérieur, faire la paix avec son passé ». Laissez-moi vous lire cette introduction qui me semble tout à fait à propos. Perte du désir, troubles alimentaires, difficulté à se fixer des limites, fuite devant les responsabilités. Chacun abrite, telle une poupée russe, deux moi, l'un adulte et l'autre enfant. Mais c'est l'enfant intérieur qui guide les pas de l'adulte. Le premier moi, soumis au principe de réalité, sait se comporter de façon lucide. Le second, qui manque de recul, est sous l'emprise de l'émotion. Pour se libérer du passé et atteindre son équilibre, il appartient à chacun de retrouver son enfant intérieur, de l'écouter et de faire la paix avec lui. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Moussa Nabati. Moussa Nabati, bienvenue dans cette émission de Zénith. Merci à vous d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. C'est gentil. Sans plus attendre, je voulais partager avec vous la question de l'enfant intérieur. C'est un concept qui échappe à beaucoup de personnes. Oui. Alors, comment vous pouvez leur expliquer, approcher ce concept? Oui. Alors, je dirais que l'enfant intérieur représente en fait les premières pages de l'histoire, enfin du livre de l'histoire de notre vie. Alors, ces premières pages ne commencent pas après la naissance, mais bien avant. C'est-à-dire que bien avant même la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, bien avant même que l'enfant soit conçu dans le ventre maternel, il est conçu dans l'esprit des parents, c'est-à-dire qu'il est parlé, qu'il est désiré, qu'il a, on lui donne un sens. Donc l'enfant intérieur, et puis alors aussi dans l'esprit des parents, dans leur enfance à eux. Donc l'enfant intérieur, c'est vraiment ce petit garçon, cette petite fille, vous voyez, que nous avons été, et puis parfois que nous n'avons pas été, parce que nous n'avons pas pu vivre notre enfance dans la légèreté et l'insouciance. Notre enfance nous a été volée, ça a été en quelque sorte avorté. Mais en tout cas, le concept de l'enfant intérieur, c'est très intéressant, parce que ça nous aide à nous méfier de la visibilité des apparences. C'est-à-dire que quand je me regarde dans le miroir, je ne suis pas que celui que je vois. Quand je regarde mon époux, mon épouse, et ne se résume pas dans son apparence extérieure, parce qu'en fait, nous avons deux moi, nous sommes deux énergies, deux pans, deux parties, deux voix, avec E ou avec X, si vous voulez, à l'intérieur de nous. Et voilà, l'enfant intérieur qui peut effectivement fonctionner comme une espèce d'ange gardien, protecteur et puis
instigateur de beaucoup de créativité, mais il peut aussi, dans certaines situations, se comporter comme une espèce de fantôme errant et persécuteur. Bien sûr, quand je parle du fantôme, je ne parle pas du fantôme dans le sens superstitieux du mot, mais dans le sens symbolique, parce que quand on regarde les contes et légendes, les fantômes sont en général toute vie qui n'a pas pu arriver à son terme, toute vie qui a été avortée, toute vie qui a été inachevée. C'est-à-dire une femme qui meurt en couche se transforme en fantôme. Un enfant qui meurt à la naissance se transforme en fantôme. Quelqu'un qui se suicide se transforme en fantôme. Donc le fantôme n'est pas une réalité biologique, etc., mais c'est une représentation symbolique, c'est-à-dire ça nous renvoie, si vous voulez, à toutes ces vies qui n'ont pas été vécues. Alors quand notre enfance n'a pas été vécue, quand on n'a pas été considéré comme enfant dans la gratuité du désir, quand l'enfance a été avortée et interrompue, ça se transforme en fantôme. Donc, ça dépend, enfin, de ces deux énergies, leur cohabitation. Donc, ça dépend de l'histoire de la personne et puis du désir qui a instigé les géniteurs, les parents. C'est passionnant. Quand j'ai lu, je vous ai découvert il y a maintenant un petit moment, je suis même venue vous voir en conférence. Quand j'ai lu Se reconstruire, la blessure est l'endroit par où la lumière pénètre en vous, vous abordez la question de déserter son espace intérieur pour survivre enfant. Et ça m'a bouleversée. Oui. Ça a bouleversé aussi beaucoup de mes clients qui se sont retrouvés dans cette image extrêmement claire, profonde, intime, cette nécessité de quitter une terre en désolation. Est-ce que vous pouvez partager cette image? C'est l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire que les gens émigrent d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce que dans leur terre, dans le sol où ils habitent, ils sont persécutés, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a des tremblements de terre, parce que, enfin, toutes les raisons qui font que ces personnes-là sont privées de deux éléments absolument fondateurs et indispensables et vitaux, qui sont la nourriture et la sécurité. Donc, quand on manque de nourriture et de sécurité, et alors, en tant que psychologue, pour l'instant, je vous dirais, la nourriture, enfin, c'est le pain et l'eau, etc., mais la nourriture, c'est l'amour, la nourriture affective. Donc, quand l'enfant manque de nourriture affective, de l'amour matriciel et de sécurité et de protection, il est obligé d'émigrer, c'est-à-dire de laisser en jachère son intériorité et d'émigrer dans l'extérieur pour essayer de satisfaire ces deux besoins vitaux, c'est-à-dire la quête de la nourriture et la quête de la sécurité à l'extérieur, à l'aide des objets, enfin des objets, quand on parle des objets en psychanalyse, il y a à la fois les choses, si vous voulez, les matériels, l'argent, l'habitat, les vêtements, etc. Mais on parle c'est à la fois l'objet, les choses, et puis à la fois les personnes. Donc, il y a cette immigration, si vous voulez, ça correspond à une espèce de dramatisation de la souffrance intérieure, c'est-à-dire le manque de nourriture et de sécurité qui finalement se traduisent par un vide intérieur, par un manque à être, par des failles dans l'identité. Donc il y a une dramatisation parce que la souffrance est insupportable et il faut l'apaiser le plus rapidement possible. Dramatisation de ce qui se passe dans l'intériorité et une idéalisation de ce que l'extérieur peut m'apporter comme baume, comme réparation, comme élément anxiolytique antidépresseur. Mais alors, cette espèce de dramatisation au départ de l'intériorité, de la souffrance intérieure, et cette espèce si vous voulez, d'idéalisation de l'extérieur comme salut, c'est très bien au début. Parce que l'enfant, effectivement, il a besoin de ça pour garantir sa survie. Alors, c'est pour ça qu'il va devenir bon à l'école, enfin, il va être très gentil, il va avoir recours
à des bouées de sauvetage, et vous voyez, pendant très longtemps, pour essayer, si vous voulez, de trouver cet amour et cette sécurité qui lui a manqué dans Sonayor et avant et dans les premiers moments de sa vie. Et ça marche très bien. Mais le problème, c'est que cette espèce de démigration, cette espèce d'idéalisation de ce que les autres et les objets, le pouvoir, l'argent, etc., peuvent nous apporter, ce qui a été très consolateur au départ, va se retourner contre le sujet, parce qu'il va s'apercevoir qu'en fait, tout ce qu'il fait à l'extérieur, c'est-à-dire, en fait, toute la lutte qu'il a enclenchée contre sa dépression infantile précoce, c'est-à-dire vient du fait que il a manqué de nourriture affective et de sécurité dans l'enfance, tout ce qu'il a entrepris pour essayer de fuir, d'éviter, de dénier ça, ça a très bien fonctionné pendant quelques décennies de son existence, mais après, ça se retourne contre lui, puisque plus on remplit son vide intérieur, et plus il s'élargit. Plus plus on évite un danger, et plus l'évitement fait que le danger se réalise. Si vous regardez la légende édipienne, c'est pas une histoire de coucher avec sa mère et de tuer son père, mais c'est une histoire effectivement d'évitement. Entre autres, il y a les fins d'évitement, parce que Laios a tout fait pour éviter son destin, et parce que Édipe lui-même, son fils, a tout fait pour éviter que de ne pas tuer le père et de ne pas coucher avec la mère. Et tout ce qu'ils ont fait dans l'évitement, eh bien, a aidé à la concrétisation de la malédiction. Lorsqu'on a dû déserter notre espace intérieur pour survivre et qu'on a mis toute notre attention sur une quête extérieure qui nous a permis d'une certaine façon de tourner le dos à notre espace intérieur, les années passent, on se retrouve adulte et j'ai pu expérimenter combien d'adultes n'osent plus revenir dans leur espace intérieur, ne pouvant pas revenir sur la terre de désolation, ne se sentant pas les ressources, le courage, se retrouvent finalement prisonniers d'une souffrance immense qui demande toute notre attention. Alors, lorsqu'on expérimente ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la désillusion de ce sentiment de satisfaction profond que nous apporte la matière, Oui. comment faire la paix avec cet enfant intérieur? Donc ça veut dire que l'adulte est sous l'emprise de son enfant intérieur déprimé, pas l'enfant intérieur, parce qu'il peut être ange gardien, mais l'enfant intérieur déprimé. Il s'agit d'abord d'une histoire d'habitude, parce que pendant des décennies, on ne nous a pas habitués. On nous a dit qu'on peut régler tous les problèmes en agissant de telle façon ou de telle façon, en faisant ceci et cela, en consommant ceci et cela. Et d'ailleurs, le capitalisme et la propagande politique ne nous aident pas, parce que tous les hommes politiques nous disent, voilà, ils font appel non pas à notre raison d'adulte, mais à la pensée magique de l'enfant intérieur, voyez, en lui disant que c'est possible d'avoir de la nourriture affective, c'est possible d'avoir la paix, on va vous donner la sécurité, on va remplir le panier des ménages, vous allez avoir la sécurité, on va chasser les étrangers et tout ça, vous voyez, donc, et puis le capitalisme aussi dit, ah, vous allez pas bien, vous êtes déprimé, vous êtes angoissé, vous n'avez qu'à consommer ceci, qu'à consommer cela, vous voyez. Donc le capitalisme et la propagande politique nous disent qu'il y a des solutions extérieures en agissant, en consommant, et justement ils ne nous invitent pas du tout à recourir à notre intériorité et à nous nourrir et à nous désaltérer de nos sources profondes. Voilà. Tout à fait. Donc cette difficulté, ça tient à cause des habitudes, parce que on nous a habitués à confondre l'intériorité et l'extériorité, à croire que toute difficulté affective, c'est comme un défaut à l'extérieur, c'est réparable. Voilà. Donc, on nous a pas aidés, on nous a pas encouragés à nous regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est pas une incapacité, c'est une difficulté qu'on peut effectivement aborder et peu à peu apprivoiser. Alors apprivoiser, déjà, c'est vraiment hyper important de différencier le psychisme
de la réalité. C'est-à-dire le psychisme ne fonctionne pas avec les mêmes critères que l'intériorité. C'est-à-dire, voilà, c'est pas la pensée magique, c'est pas tout de suite, très rapidement, complètement, vous voyez. Mm. Aller de Oui. Paris à Marseille, si on va à pied, ça prend beaucoup de temps. Si on va par avion, ça prend beaucoup moins de temps. Donc la vitesse, effectivement. Mais pour notre intériorité, c'est vraiment le lièvre et la tortue. Mm. Moins on va vite et plus tôt on arrive. C'est pas les mêmes fonctionnements. Quand vous avez un vide, un trou dans votre jardin, il faut le réparer immédiatement parce que sinon vous allez vous casser une jambe. Mais quand on a un sentiment de vide intérieur, la première chose à faire, c'est de ne pas faire. Parce que Mm. plus on remplit ce vide intérieur grâce aux objets, c'est-à-dire les choses, ou grâce aux personnes, utilisées cannibaliquement comme si Mm. c'était des choses, Tout à plus on fait. remplit et plus le vide s'accentue, Grandi. donc grandit et s'élargit. Mm. Donc la chose la plus importante, c'est de prendre conscience de ces deux énergies en nous, c'est-à-dire l'enfant intérieur et l'adulte, et de prendre conscience, si vous voulez, de la dissemblance, de la différence entre le fonctionnement interne et le fonctionnement externe. Voilà. Donc, et puis, peu à peu, voilà, donc arriver dans une espèce d'acceptation, c'est-à-dire de repérer déjà le fait de repérer l'enfant intérieur, c'est déjà capital, vous voyez, déjà, parce que quand on croit que tout ce que je fais, c'est mon choix, c'est ma liberté, c'est l'adulte qui est à la barre, c'est Mm. l'adulte qui est au volant de sa voiture, et si on n'a pas conscience qu'en fait, on est beaucoup plus parlé qu'on ne parle, on est beaucoup plus agi qu'on Mm. n'agit, vous Mm. voyez, donc si on prend conscience déjà de ces deux énergies, vous voyez, Mm. et donc déjà, ça nous enlève le fait que c'est moi qui décide, c'est moi qui veux au nom de la liberté et au nom de la différence, etc. Et qu'en fait, qu'on est complètement manipulé, soit par des forces extérieures, soit par notre enfant intérieur, vous voyez. Si on déjà repère, si on repère, et comment on repère? Alors oui, Parce que c'était c'est ma très question, difficile de Moussa. repérer puisqu'il Comment n'y on a pas d'examen repère? de laboratoire, il n'y a pas de d'IRM, de scanner. Non. Eh ben, le critère est d'une simplicité enfantine. Alors, allons-y, ça va faire du bien. L'exagération. C'est l'exagération. L'exagération. D'accord. C'est-à-dire, comme disent les Grecs, c'est l'hybris Mm. ou hubris. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est dominé par l'enfant intérieur, rien me fait effondrer. Rien me transporte au nu. C'est Mm. l'exagération. Tout paraît important, tout paraît vital, tout paraît urgemment à réaliser, vous voyez. C'est Mm. l'exagération. C'est-à-dire que ma quête de nourriture affective et de sécurité, si vous voulez, est trop forte, est trop intense. C'est-à-dire que je passe vraiment mon temps à ça. C'est-à-dire que ça me rend dépendant du jugement des autres, de la vie des autres. Vous voyez. Alors voilà, c'est l'exagération. Mm. C'est Alors, l'exagération. Voilà. Parce alors, qu'en fait, alors quand on se rend compte, en fait, on s'aperçoit que si vous voulez, les choses ne sont pas si vitales et si importantes et si mm. immédiatement réalisables que ça, et que c'est pas parce que vous gagnez au loto ou c'est pas parce que vous avez la plus belle star de Hollywood à vos côtés que vous retournez à la matrice, c'est-à-dire vous êtes heureux. Voilà. Mm. Parce Ah, que, c'est beau. alors ça, j'appelle ça dans mes livres la désespérance. C'est-à-dire que vous apercevez qu'effectivement, avoir beaucoup d'argent, c'est bien, ça a des aspects positifs. Vous payez des hôtels de 5 étoiles, et vous mettez des vêtements, etc., etc. Mais ça ne vous fait pas exister. L'être et l'avoir, c'est pas pareil. Ça ne va pas modifier votre identité, ça ne va pas enlever la dépression infantile précoce. Ça donne des avantages, mais ça n'enlève pas la dépression infantile précoce. Donc, ça aide à diminuer l'idéalisation, si vous voulez, de l'extérieur, des objets et des personnes, et ça aide aussi à atténuer un peu
l'exagération de la souffrance intérieure. C'est pas parce que ceci et cela, voilà, qu'on est illégitime et qu'on est bon à rien. Alors justement, Moussa, je trouve merveilleux que vous puissiez nous donner un indicateur, un repère aussi simple que l'exagération pour repérer l'intervention de notre enfant intérieur dans nos vies d'adultes. Alors ça fait du bien quand on a des repères simples. Donc, si je récapitule un peu, on a un peu compris comment, à travers le récit que vous venez de faire, on a pu déserter notre espace intérieur. On voit bien le concept de dépression infantile précoce qui, je pense, est fondamental dans la compréhension de l'enfant intérieur. Exactement. Et là, ce qui est super, c'est qu'on perçoit bien qu'on a une façon de repérer l'intervention de cet enfant dans nos vies d'adultes, c'est cette exagération, cette façon de faire d'une petite chose quelque chose de grave, de très important. Maintenant, sur les quelques minutes Si je me permets d'émission... de compléter, Oui. cette exagération, ce qui peut nous aider à prendre conscience de cette exagération et de le calmer, c'est de nous dire qu'en fait, cette exagération, ça prend beaucoup d'énergie pour y parvenir, mais c'est très, 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 très maigre d'espérance parce que ça nous promet, parce que ça nous amène pas grand-chose. Et puis ensuite, quand on exagère énormément, on se fait rejeter. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à conquérir un amour, vous lui téléphonez sans arrêt, vous écrivez et tout ça, en fait, il n'y a rien de mieux de se faire abandonner et de se faire priver encore de l'amour et de la sécurité que d'insister. C'est pas moi qui agis, c'est pas moi qui ai peur et tout ça. Déjà, le faire de repérer, c'est déjà très important. Pourquoi c'est très important? Pourquoi? Parce que ça relativise, ça diminue déjà de sa place hégémonique et impérialiste dans la maison de soi. C'est-à-dire que le fait de prendre conscience de son existence, de le repérer, vous voyez, il y a une autre force en moi et tout ça, diminue son emprise déjà, rien que ça, et donne un peu plus de la place à l'adulte qui du coup peut faire contrepoids. Vous voyez, c'est pas 100 kilos l'enfant intérieur et 3 kilos l'adulte. Quand on prend conscience et tout ça, vous voyez, ça permet que l'enfant prenne un peu moins de place et l'adulte fasse un peu le contrepoids. Et surtout, essayer d'écouter, parce que souvent les gens me disent, ah, bah, j'essaye de parler à mon enfant intérieur, j'essaye de le rassurer, tout ça. Oui, mais ce qui est très important, c'est de l'écouter lui. C'est-à-dire que dans son exagération, dans son besoin, pas le désir, parce que le besoin et le désir ne sont pas pareils, dans son besoin boulimique de trouver la sécurité et la nourriture, eh bien, à quoi ça correspond, à quelle période, enfin, de le relier, si vous voulez, à son histoire, et puis même à l'histoire de ses parents. C'est-à-dire déjà cette histoire, si vous ce travail de ne pas, enfin voilà, surtout de se faire un peu moins d'illusions sur les actions extérieures, sur des choses extérieures, et déjà se pencher sur son intériorité, de repérer l'enfant intérieur, de le nommer, d'en prendre conscience, si vous voulez, déjà, voilà, ça permet de relativiser énormément de choses et de ne pas nous lancer encore dans la lutte et dans la compensation et tout ça qui ne font que aggraver encore notre mal-être. Alors ça, j'appelle ça le dialogue intérieur. Voilà, c'est le dialogue intérieur, c'est-à-dire de se connecter déjà à son intériorité et à son passé, même si on ne comprend pas, même si on n'arrive pas à pêcher des poissons en disant c'est ceci, c'est cela, c'est ceci et cela, rien que ce travail d'être à l'écoute de soi et dans le cheminement intérieur a déjà des effets extrêmement bienfaisants. Et alors, et ça peut mettre aussi, donner de la valeur à quelque chose qui est vraiment très important pour moi, c'est... Ça sera notre conclusion, oui. Voilà, ça sera notre conclusion, c'est de réhabiliter les parents intérieurs. C'est-à-dire
dans les petites choses de la vie quotidienne, essayer, si vous voulez, de devenir, puisqu'on n'a pas eu de maman et puisqu'on n'a pas eu de papa, c'est pour ça qu'on a la dépression infantile précoce, de réhabiliter la maman, de se comporter comme une gentille maman vis-à-vis de soi-même et comme un bébé, si vous voulez, et de faire fonctionner la fonction paternelle de protection, c'est-à-dire, voilà, de se protéger, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui, voilà, de ne pas se mettre en danger et de se protéger comme si on était son fils à soi, comme si on était une fille à soi. Voilà. Donc, cette espèce de parents intérieurs, ça nous aide à ne pas tout le temps en chercher à l'extérieur pour ne pas tomber dans la main des pervers et des manipulateurs qui nous promettent, mais ils ne font que promettre. Oh, merci beaucoup, Moussa. Merci pour cette belle conclusion. J'aurais tellement de questions à vous poser, j'aurais tellement le désir d'en entendre plus, mais l'émission, le temps qui nous est consacré a été consommé. Donc d'abord, merci du fond du cœur, Moussa Nabati. Voilà, pour l'adulte, le temps est fini et pour l'enfant, le temps est éternel. C'est voilà, ça, encore. Exactement. Alors, le temps a une fin, la vie a une fin. Voilà, pour l'enfant, et l'éternité. Tout à fait. Mais on va rester sur ces propos d'intemporalité, d'accueil, de cet amour de parents pour notre enfant intérieur. Je pense que c'est vraiment une belle conclusion. J'espère qu'on aura d'autres occasions de faire des émissions ensemble parce que votre message pour moi est fondamental et tellement important. Donc, avec plaisir, une prochaine fois. Donc, aujourd'hui, je voulais remercier tout le monde pour cette magnifique émission. Merci encore une fois, Moussa Nabati, pour ce partage inspirant. Je rappelle vos ouvrages, donc Guérir son enfant intérieur et se reconstruire, puis La blessure est l'endroit par où la lumière pénètre en vous. Merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Zénith. À bientôt. À bientôt, Sabira. Merci. À bientôt, Moussa. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir Zénith, abonnez-vous et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de faire grandir ce podcast. Et pour aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram ou inscrivez-vous à ma newsletter. J'y partage des ressources concrètes pour vivre une vie alignée à votre vérité et à votre plus haut potentiel. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle exploration de votre puissance intérieure. Ciao!